question d'envie, dit le Gollywog. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu envie d'être un jouet raciste, que ça date des temps historiques ou de plus tard. L'envie n'a rien à voir avec tout ça. Si tu peux parler, il faut que tu parles. Que tu parles ou que tu te taises. Bon, à qui est ça le rouge-gorge? Ils se tuent. Ils restaient tous les trois prostrés à l'endroit où le destin les avait rejetés, comme des débris noirs sur une plage après une forte marée. Gordon Coombe, le Gollywog et le rouge-gorge. Prostrés comme des débris noirs. La ville autour d'eux avait cessé d'être un lieu de rencontre, d'activité humaine et même de destruction et de mort. C'était simplement un décor obscur dans lequel ils pouvaient tous trois faire preuve d'un semblant d'existence et d'un semblant de connaissance langagière. Un décor sans passé et sans avenir. Continue, dit Gordon Coombe, continuez tous les deux. Je n'ai rien à dire, se plaignit le rouge-gorge. Il faut faire semblant, conseilla le Gollywog. C'est plus facile quand on fait semblant. Alors vas-y, toi, dit le rouge-gorge. À la mémoire de Benny Magadan. Lorsque la sonnette d'entrée retentit, Benny Magadan tressaillit. Mais il ne se leva pas. Il s'était figé, afin que rien ne permît aux visiteurs de déceler dans la pièce une présence vivante. Sa chaise craqua. Il se figea mieux. Bon sang, pensa-t-il, cette chaise craque. Il faut se pétrifier à la perfection ou à la va-vite, comme ça se présente, se pétrifier et attendre. Si le malheur survient, n'agonise qu'à bon escient. Il se rappelait précisément les instructions, il les recevait à l'intérieur de sa tête. C'était une femme qui les lui dictait. Elle avait une voix éraillée de folle. Si le malheur survient, pétrifie-toi à la va-vite, pensa-t-il. Refuse en toi les peurs qui montent depuis les gouttes obscures. Pétrifie-toi. Imagine ta fin noire sous aucun prétexte. Oublie toute lumière et attends les ordres. Jusqu'au coup de sonnette, il avait été occupé à écarquiller les yeux en face du téléviseur. Il avait coupé le son, et comme il désirait échapper au pilonnage de la propagande, il avait appuyé sur les boutons jusqu'à ce que l'appareil ne soit plus de signal. Journaliste xénophobe et amuseur belliciste avaient disparu. Sur l'écran voltigeait une neige silencieuse, serrée, semblable à un grouillement d'insectes. C'était cela qu'il regardait. La neige, le silence. Une image sans discours, non haineuse. La sonnerie de nouveau se fit entendre. Deux notes anodines, une tierce descendante qui ne se prolongeait pas. Quelqu'un venait d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton et de l'autre côté de la porte tendait l'oreille pour capter les bruits. Ailleurs, à une autre époque, par exemple à l'automne précédent, cette petite mélodie aurait pu annoncer une visite agréable ou l'irruption d'un quelconque vendeur de calendrier, de Bardo Dodol ou de Necronomicon. Mais l'époque avait changé. La mission de Benny Magadan avait eu lieu et aussitôt il avait disparu du monde. Nulle créature vivante ou quasi-vivante n'avait de raison de se présenter à son appartement. Dans la tranquillité de l'après-midi, cette mélodie élémentaire n'avait pas de raison d'être. Elle ne pouvait contenir qu'une menace. Benny Magadan ne bougeait plus, mais l'index et le majeur d'une de ses mains tressaillaient nerveusement de temps en temps. Solidifie ta main gauche, pensa-t-il. Solidifie tes propres os. Tue au couteau les murmures de ta peur. Les injonctions bizarres se succédaient sous son crâne. Elles s'étaient incrustées en lui 3 ans plus tôt pendant son séjour à l'asile psychiatrique. Une femme des ghettos les récitait jour et nuit à côté de lui, une chinoise ou une coréenne dont les gardiens avaient tondu les cheveux pour la punir. Elle se mettait en boule dès le matin dans un coin de cour ou sous un arbre, ou contre les montants de son lit quand il pleuvait, et elle parlait. Elle se mettait en boule et elle parlait. Les yeux fermés ou cachés derrière ses mains, les joues tétanisées par la folie, elle vociférait calmement, une voix posée, comme proférant des évidences ou comme s'adressant à des camarades ou à des membres d'une secte capable de comprendre parfaitement ses messages cryptés. Benny Magadan se plaçait près d'elle. Il l'écoutait débiter des salves de slogans et il les apprenait par cœur. Lui aussi avait des problèmes psychiatriques.
Lui aussi se roulait en boule à côté de la femme. Il lui semblait que ces slogans avaient une valeur universelle. Il les apprenait par cœur pour plus tard. Confusément, il se disait qu'un jour, il lui serait utile pour l'aider à affronter la réalité horrible, la réalité dangereuse et horrible que fabriquent les autres. Il avait rentré la tête dans les épaules et il respirait le plus doucement possible, s'efforçant de faire naître en lui l'idée qu'il n'était pas là, que personne n'était là, que le vide régnait dans son appartement, comme dans sa tête, ou ailleurs. L'index de sa main gauche s'était calmé. Solidifie tout, ne sois nulle part, pensa-t-il. Solidifie-toi et attends la suite. Il laissa passer quelques secondes. L'idée d'accueillir chez lui un inconnu lui était depuis des mois totalement étrangère. Il se serait senti mal à l'aise en présence d'un vivant ou d'un quasi-vivant, et en outre, il savait qu'il n'avait plus les moyens de recevoir dignement qui que ce fût. Il n'avait rien de consommable à offrir, rien de digeste en tout cas. Ses biscuits de survie avaient l'air de sortir d'une décharge d'ordures, et il les économisait pour terminer son trimestre. Quant à l'eau qui goûtait encore de temps en temps du robinet de la cuisine, elle n'était plus potable. Ouvrir une porte ne suffit pas, il faut encore faire bonne figure, entamer une conversation, proposer une tasse de thé, des sablés, du pemmican. Et puis, il ne souhaitait pas infliger à un interlocuteur le spectacle consternant de son corps et de son visage. Ne montre à personne ton corps et ton visage, pensa-t-il. 20 ans plus tôt, il avait été envoyé en rééducation, et on avait testé sur lui des nouvelles méthodes, principalement des séjours en chambre chimique et des impulsions électriques. Ces techniques, bien que correspondant à de merveilleuses trouvailles des savants, n'avaient pas donné des résultats escomptés. Benny Magadan avait survécu, mais son passage dans les flammes et dans les gaz avait laissé des séquelles mentales et physiques qui sautaient aux yeux immédiatement. Il n'avait pas honte de ce qu'il était devenu, mais il savait que son apparence pouvait déranger un interlocuteur ou une interlocutrice non prévenue. C'était la deuxième raison qu'il invoquait pour justifier son retrait de toute activité publique. La première était qu'il venait de participer à une action criminelle et que, comme toujours dans ces cas-là, il vaut mieux se faire oublier. Fais comme si tu étais depuis toujours un habitant de l'absence, pensa-t-il. Fouille dans ta mémoire jusqu'à l'origine de l'absence. Apprends l'absence. Tu n'es nulle part présent, pensa-t-il. Même si ta mémoire a noirci, apprends l'absence, pensa-t-il. Il revoyait la femme dans la salle commune de la clinique psychiatrique, assise par terre, serrant ses genoux osseux entre ses bras maigres. Je n'ai nulle part présente, pensa-t-elle. Ta prison est hermétique. Ne commets rien d'irréparable, se rappela-t-il. Ne favorise aucune intrusion, sinon celle qui viennent de toi-même. Si ta bouche murmure, vérifie que les sons viennent de l'intérieur. Par précaution, ne remue pas les lèvres. Ne remue pas. Ta bouche est une trappe. Ne l'ouvre pas. N'ouvre rien. N'ouvre aucune porte, pensa-t-il. Quelle que soit ta prison, n'ouvre aucune porte. Reste pétrifié. Ne communique avec rien. N'ouvre les portes et ta bouche sous aucun prétexte. Et justement, à ce moment-là, Benny Magadan se souvint de ce qui était arrivé à certains de nos camarades. Plusieurs d'entre nous, par négligence ou sur un coup de tête suicidaire, avaient ouvert au premier venu. Quelqu'un avait sonné, ils avaient ouvert. Nous avions cessé d'avoir de leurs nouvelles. Tout indiquait qu'ils avaient quitté pour toujours le monde des vertébrés vivants. J'aimerais ici donner quelques indications sur ce monde de vertébrés vivants que nous habitions encore à notre manière, sans trop y appartenir en tant que personnes humaines ou autres. Nous avions perdu sur toute la ligne depuis plusieurs générations. Aucune lutte n'avait abouti. De temps en temps, pour respecter à la fois la tradition et notre instinct, nous lancions des offensives politico-militaires depuis nos camps, nos centres psychiatriques ou nos ghettos. Elles se terminaient systématiquement en déroute. La défaite était notre seconde nature. Nous l'avions intégrée à nos comportements et lorsque par hasard nous échappions à la captivité, nous préférions habiter les maisons vides, les ruines et les souterrains.